Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les capsules du Cérium. Alors, depuis le début de la pandémie, nous sommes allés en Inde, au Kazakhstan, au Japon. Aujourd'hui, on change de continent, on s'en va en Colombie, à Barranquilla, plus exactement rejoindre Sébastien Dubé. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Universidad del Norte à Barranquilla. Vous avez fait votre maîtrise et votre doctorat à l'Université de Montréal, je le souligne, et vous serez titulaire de l'école d'été du Cérium, donnée à distance, bien sûr, l'Amérique latine et les transformations globales actuelles. Vous êtes en Colombie. Depuis le Québec, je lis les chiffres. Je vois que pour l'heure, vous n'avez que 7 700 cas, 350 morts. Pour un pays de 50 millions d'habitants, c'est bien peu, surtout si on compare avec le Québec qui, pour ses 8 millions d'habitants, a 33 000 cas, 2 300 morts. Comment expliquer cette situation en Colombie? Je pense qu'il y a une première version ou une première raison qui serait un peu optimiste. Le coronavirus est entré en Amérique du Sud de façon générale plus tard qu'en Amérique du Nord et beaucoup plus tard qu'en Europe. Et je pense que les gouvernements ont eu une certaine marge de manœuvre, quelques jours ou quelques semaines de plus pour anticiper l'arrivée du virus. Je pense que ça, c'est une partie de l'explication. L'autre partie de l'explication, et qui est probablement plus pessimiste et plus réaliste, a à voir avec la capacité des États. La Colombie a une très faible capacité de poser des diagnostics, d'offrir des services de santé à une grande partie de la population. Alors, en termes d'accès à la technologie, aux médicaments, au nombre de lits, c'est très, très restreint. Faut penser qu'on est dans un pays où les inégalités sociales sont énormes. On a des millions de personnes déplacées, de réfugiés internes à cause des décennies de conflits, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir une idée réelle de la situation. Je pense que ce sont des chiffres qui sont sous-estimés. Sous-estimés peut-être pour des raisons politiques aussi, pour ne pas créer encore plus de chaos ou encore plus d'instabilité sociale et de peur parmi la population, mais certainement, le facteur clé, à mon avis, c'est la faible capacité de diagnostiquer la population et probablement qu'il y a toute la méthodologie, on l'a vu dans les débats en Europe aussi, c'est comment on définit une personne qui décède du coronavirus, si elle décède à la maison, sans aucun soin. Je pense qu'il y a probablement un très grand nombre de cas qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres officiels. Donc, fort probablement sous-estimé. Et dans ce contexte-là, à quoi ressemble la vie là-bas? Est-ce que vous êtes partiellement confiné, strictement confiné? Est-ce que les citoyens suivent les règles? Parce que je souligne, ou les contestent, parce que je souligne, juste avant le début de la pandémie, il y avait des manifestations récurrentes contre le gouvernement d'Ivan Duque, contre le gouvernement. Donc, à quoi ressemble, dans ce contexte-là, la vie sociale, si on veut, en Colombie? Je pense que le coronavirus est arrivé à un bon moment pour le gouvernement, dans le sens où il y avait effectivement, depuis les 6 derniers mois de l'année dernière, il y avait toute une mobilisation sociale, beaucoup de mouvements étudiants, beaucoup de mouvements de travailleurs, beaucoup de grèves nationales et tout ça est tombé à plat. Le taux de popularité du président reste faible. Il y a eu toute une Mhm. série aussi de scandales de financement politique occulte, de liens avec des gens pas très fréquentables, disons, dans l'entourage du président à la fin de l'année dernière, au début de cette année. Et tout ça a été déplacé, disons, dans l'univers médiatique évidemment par l'urgence du coronavirus. Donc c'est très difficile de penser comment sera le retour à une certaine normalité par la suite, mais tout est relativement calme par rapport je vous dirais, par rapport au climat politique.
le climat social, le climat économique est beaucoup plus préoccupant. Je pense que, Mhm. comme je vous disais tout à l'heure, c'est très difficile d'imaginer quelle est la réalité. Si vous habitez dans un quartier socio-économique plus favorisé, où les gens font partie de l'économie formelle, où les gens probablement continuent à recevoir leur salaire parce qu'ils peuvent travailler à distance, ou s'ils sont médecins, par exemple, ils peuvent aller travailler, ils peuvent se déplacer. Vous avez une réalité qui est très calme autour de vous. Il n'y a personne dans la rue, il y a très, très peu de mouvement, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit. Tout est excessivement calme. Par contre, les images qu'on a de quartiers plus défavorisés, par exemple, où l'économie informelle est la façon de vivre de milliers, de dizaines de milliers de personnes, où les gens n'ont pas nécessairement de compte bancaire, n'ont pas nécessairement d'accès au crédit, n'ont pas nécessairement de liquidité ou de réserve à la maison pour survivre pendant longtemps. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus l'activité économique se poursuit. Les mesures de confinement ne sont pas vraiment suivies. Il faut Hmm. aussi penser que à quel point l'information arrive à toute la population, c'est un gros point d'interrogation. Et aussi, la confiance envers les autorités est très faible. Et entre la probabilité d'être infecté par le coronavirus et la certitude de mourir de faim en restant à la maison, confiné à la maison, pour beaucoup de gens, la rationalité, c'est de continuer à sortir dans la rue et d'essayer de survivre comme ils le font, comme ils le faisaient même avant le coronavirus. Il y a un enjeu politique et sécuritaire très important depuis des décennies en Colombie, c'est la rivalité, le conflit avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Un accord de paix qui a été signé en 2016, un accord de paix qu'on dit fragile. Comment la pandémie et le confinement affectent-ils la mise en œuvre de cet accord de paix-là? Ouf, c'est une autre grande question. Si on contextualise un peu, je pense que l'accord de paix actuel est beaucoup plus populaire à l'extérieur de la Colombie qu'à l'intérieur de la Colombie. En général, les Colombiens, dans les enquêtes d'opinion publique, c'est très intéressant, ont appuyé l'accord de paix de façon générale, mais il y avait deux éléments qui ont toujours provoqué énormément de rejets à une hauteur d'environ 90 selon les enquêtes d'opinion, soit la représentation politique, donc de permettre aux FARC d'être présents au Congrès, d'avoir des sièges de députés et de sénateurs, très mal reçus par la population et même par la gauche plus social-démocrate colombienne. Et l'autre élément qui a provoqué énormément de rejets, c'est toute la logique de la justice transitionnelle, un système de justice parallèle, une perception d'amnistie pour les FARC. Et ça a été très mal reçu dès le départ. Et Iván Duque a fait campagne contre le référendum de 2016. Il a été élu en promettant des changements à l'accord de paix et avec un scepticisme très, très marqué, ce qui fait qu'il y a une certaine légitimité démocratique à ne pas respecter l'ensemble de l'accord de paix. Ce qui fait qu'il y a toute une dimension théorique très politique par rapport à l'implémentation de toutes les ficelles de l'accord de paix qui est excessivement large. Ce qui fait que je pense que la pandémie ne fait qu'exacerber des tendances marquées. Depuis le début du mandat d'Iván Duque, par exemple, l'accord de paix prévoyait une réforme agraire, énormément d'investissements pour que les producteurs, les petits producteurs agricoles qui produisent des feuilles de coca pour qu'ils puissent changer de culture, de produits agricoles à exploiter. Et tout ça, à peu près rien de ça n'a été
n'a été mise en place à Mhm. partir de l'élection d'Ivan Duque. Et aujourd'hui, l'État colombien est encore moins en mesure de financer de grandes politiques sociales. Ce qui fait que, d'un côté, il y a un manque de volonté politique clair, mais qui vient de l'élection. Et d'un autre côté, il y a une moindre capacité de l'État de faire face aux obligations normales d'un État, même dans un contexte normal, et c'est encore pire. Et ici, en Colombie, la Colombie dépend beaucoup des exportations de pétrole, et la chute des cours de pétrole ne fait qu'empirer la situation économique. Il reste une guérilla active au pays, l'Armée de libération nationale, l'ELN. Euh, c'est un groupe qui a déclaré un cessez-le-feu unilatéral d'un mois, le 30 mars, donc au début de la pandémie. Là, on est au début mai, normalement, c'est expiré. Est-ce que ça tient? Le LNA a décrété la fin de sa trêve, et je pense que c'est un message à la fois pour la population colombienne, mais je pense que c'est aussi un message direct aux autres groupes armés contre lesquels ce groupe-là lutte pour le contrôle territorial et l'accès aux routes de transport de la drogue, soit vers la côte du Pacifique ou encore à l'intérieur du pays. Il y a des zones de conflit aujourd'hui entre des groupes dissidents des FARC qui sont sortis des FARC après l'accord de paix, des groupes paramilitaires d'extrême droite. C'est vraiment une lutte territoriale. Et si on pense à toute la logique du narcotrafic comme une logique d'entreprise, une logique commerciale, Mhm. évidemment, toute la logique de la pandémie, la fermeture de frontières, les forces armées, les forces policières qui sont affectées à des tâches civiles durant la pandémie, font que c'est toute la structure du crime organisé qui aussi devient instable, parce que c'est à la fois tous les revenus de la production, de la vente qui sont instables. Et on peut le voir aussi, par exemple, dans le cas du El Salvador, avec toutes les images qui ont été diffusées dans les dernières semaines, et une recrudescence de la violence entre les pandillas, toute l'instabilité qui est liée au changement de production, de transport et de vente des produits de la drogue font qu'il y a une instabilité aussi sur le terrain, et la lutte pour le contrôle des territoires continue malgré la pandémie. Malgré le confinement. Euh, il y a Exactement. un autre grand enjeu national en Colombie. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut l'aborder. C'est les 1,8 million de migrants vénézuéliens qui ont fui jusqu'ici la crise économique et sociale dans leur pays pour aller en Colombie. Euh, vous l'avez dit, les frontières se referment, c'est comme ça à peu près partout sur la planète. Comment la Colombie, dans ce contexte-là, la Colombie confinée, gère-t-elle cet enjeu migratoire? Ça, c'est très complexe. On parle de dizaines de milliers de Vénézuéliens qui sont repartis vers le Venezuela. Il y en a qui repartent du Pérou ou de l'Équateur, qui retraversent à pied ou en autobus toute la Colombie pour rentrer au Venezuela, parce que beaucoup vivent dans des conditions excessivement précaires. Mhm. Il y a eu des accrochages entre la mairesse de Bogota, Claudia Lopez, et le président Ivan Duque par rapport à l'aide à apporter aux Vénézuéliens qui vivent à Bogota. On parle d'environ 350 000 Vénézuéliens dans des conditions très précaires. Et quand je vous dis très précaires, plusieurs vivent, par exemple, dans des résidences où ils sont des dizaines de personnes et où ils payent de façon quotidienne la nuit, donc leur hébergement. Et à partir du moment où ils ne peuvent pas sortir, à partir du moment où ils ne peuvent pas travailler dans la rue pour vendre des produits, quoi que ce soit pour survivre, ils sont expulsés des résidences parce qu'ils ne peuvent plus payer. Et beaucoup, c'est très difficile d'estimer combien, mais beaucoup repartent vers le Venezuela parce qu'à partir du moment où ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas accès à des soins de santé en Colombie, en Équateur ou au Pérou.
où ils luttent pour leur survie. Et plusieurs affirment préférer retourner au Venezuela où ils luttent aussi pour leur survie, mais à la maison, entourés de leur famille et avec un toit plus stable que les conditions que la Colombie ou l'Équateur ou le Pérou peut leur offrir dans un contexte où l'économie est très paralysée. Mhm. Sébastien Dubé, merci beaucoup pour ces éclaircissements, beaucoup d'enjeux délicats, fragiles à surveiller. Donc, au plaisir de vous retrouver à l'école d'été virtuellement à l'Université de Montréal cet été. Avec plaisir. On se revoit bientôt.